Bonjour Monsieur Asselineau. Comment jugez-vous la campagne référendaire au Royaume-Uni ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 juin 2016. Cet enregistrement a lieu à Paris en fin de journée. Alors, évidemment, tous les esprits se tournent vers le Royaume-Uni et vers les résultats de cette campagne référendaire pour le Brexit. Vous m'interrogez sur la façon dont s'est déroulée, à mon avis, la campagne. Alors, bien entendu, il y a toujours dans les campagnes électorales des outrances, des propos à l'emporte-pièce dans tous les camps. Donc ça, je ne vais pas m'y arrêter trop. Il y en a eu dans les deux camps, à la fois dans le camp du Brexit et dans le camp du Remain, c'est-à-dire rester dans l'Union européenne. Néanmoins, je voudrais insister sur quelque chose qui a été complètement occulté dans les médias français, c'est que dans le camp du Brexit, c'est-à-dire les partisans de la sortie de l'Union européenne, il y a eu de façon générale, pas toujours bien sûr, mais de façon générale, une campagne qui a été d'une très grande tenue, une haute tenue intellectuelle notamment, mais pas seulement. J'en veux pour preuve le film qui a été publié, diffusé, réalisé par l'un des conglomérats qui appelait à voter pour le Brexit. Ce film qui s'appelle Brexit the Movie, ce qui veut dire Brexit le film, et qui dure 1h11. L'Union populaire républicaine, seule sur toute la scène politique française, a traduit ce film elle-même, a réalisé les sous-titrages, comme nous le faisons pour les médias sur lesquels nous faisons des sous-titrages, et l'a diffusé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder, ce film. Vous y constaterez beaucoup de choses. Vous y constaterez notamment que les arguments des partisans du Brexit, pour certains d'entre eux, sont extrêmement comparables aux arguments développés par l'UPR. Vous constaterez aussi que certains arguments sont différents. Des arguments beaucoup plus axés sur le libre-échange, sur le libéralisme. Parfois des petites piques contre la passion française pour la centralisation, pour les réglementations, etc. Donc on voit qu'en réalité, les motivations des partisans du Brexit sont à la fois identiques et à la fois différentes des nôtres. Mais globalement, ce film est d'une très grande qualité. En particulier, je vous invite à aller le voir et à constater de vous-même à quel point ça n'a strictement rien à voir avec la présentation qui nous en a été faite dans les grands médias français. À croire les grands médias français, les partisans du Brexit auraient été des espèces de brutes avinées, capables de dire trois mots et passant leur temps à tenir des propos racistes, xénophobes. C'est comme ça que ça a été présenté dans la presse. C'est extrêmement faux. Il n'y a pas un mot d'ailleurs sur les questions migratoires dans le film dont je parle. En revanche, il y a des arguments d'une très grande solidité et qui auraient mérité un véritable débat. J'en profite pour signaler aussi, ce qui n'a jamais ou pratiquement jamais été dit dans les grands médias français, que le camp du Brexit pouvait compter sur beaucoup de gens, y compris des centaines et des centaines de chefs d'entreprise qui avaient publié un manifeste, y compris nombre d'économistes qui s'étaient rassemblés dans une association Economics for Brexit, y compris d'ailleurs beaucoup d'associations, des militants, des jeunes, y compris aussi des Britanniques ressortissants du Commonwealth. Il y a au Royaume-Uni des gens de nationalité britannique qui sont originaires de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, du Nigeria, de l'Afrique de l'Est. Il y en avait beaucoup aussi qui comptaient parmi les camps favorables au Brexit. En d'autres termes, la présentation qui en a été faite par la presse française, ça n'est pas fait pour nous étonner d'ailleurs, en réalité est très très tronquée et très malveillante. En réalité, le camp du Brexit a beaucoup œuvré pour faire de l'éducation populaire un petit peu, j'ose le dire, à la manière de l'UPR. En revanche, le camp pour le maintien avait très peu d'arguments à faire valoir et n'agissait que sur l'intimidation, la terreur, menaçant tout et n'importe quoi. J'en ai déjà parlé lors d'entretiens d'actualité antérieurs, je ne vais pas y insister, mais on l'a vu dans les 15 derniers jours, il y a eu une espèce de surcroît de mouvements de terreur. Voilà. En d'autres termes, cette campagne référendaire pour le Brexit au Royaume-Uni ne s'est pas déroulée de la façon dont les grands médias vous en ont parlé. La réalité, c'est que là où il y avait
le plus d'honnêteté intellectuelle, de recherche d'un débat pour aller au fond des choses, pour exposer les raisons qui pouvaient amener à voter dans un sens ou dans l'autre, eh bien, cette démarche, cette approche était dans le camp du Brexit. Elle n'était pas dans le camp des partisans du maintien qui, eux, n'agissaient que sur le cerveau reptilien des populations, en agitant les peurs irraisonnées, les fantasmes, les accusations diffamatoires. Ça s'appelle très exactement du populisme. Le populisme, ce n'est pas les gens du Brexit. Le populisme, ce sont ceux qui appelaient à voter pour le maintien. Que pensez-vous du traitement médiatique de cette campagne en France ? Eh bien, je viens de le dire en partie, c'est-à-dire que la France a essentiellement relayé la campagne des partisans du maintien et a présenté les partisans du Brexit sous un jour odieux. En gros, d'ailleurs, pour les partisans du maintien dans l'Union européenne, qui trônent dans les médias en France, il y avait deux camps. Il y avait d'un côté le camp des gens jeunes, dynamiques, intelligents, beaux, compétents, gentils comme tout, etc. Ça, ce sont les partisans du maintien. Et puis dans l'autre cas, bien, c'était le contraire. C'était les vieux, les moches, les bêtes, les méchants, les ignorants, et qui, eux, auraient été le camp du Brexit. C'est à peu près comme ça qu'on a présenté les choses en France. Et puis on a égrené en France toutes les questions évoquées par les partisans du maintien sans jamais aborder les réponses. Par exemple, j'ai vu des articles dans la presse française qui disaient que l'Union européenne allait sanctionner le Royaume-Uni. Il y a eu des responsables politiques, soit en France, soit dans d'autres pays d'Europe, qui ont dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir, on allait sanctionner le Royaume-Uni, sanctionner financièrement. Ah bon ? Ces gens ont oublié simplement que le Royaume-Uni est contributeur net à l'Union européenne, et pas de rien, de l'ordre de 5 à 6 milliards de livres sterling. Ça doit faire quelque chose comme à peu près 7 milliards d'euros. C'est finalement un petit peu moins que la France, mais pas si loin que ça. Certains ont dit, parmi les menaces, qu'il allait y avoir, l'Union européenne allait prendre des sanctions contre le Royaume-Uni. Et tout ça était dans notre presse à nous. Et les Français étaient priés de croire ça sur parole. Sanctions commerciales contre le Royaume-Uni ? Ah bon ? Mais figurez-vous que l'Union européenne a des excédents commerciaux sur le Royaume-Uni. Figurez-vous par exemple que l'Allemagne vend énormément de Mercedes ou de BMW au Royaume-Uni. Et donc si l'Union européenne prenait des sanctions commerciales contre le Royaume-Uni prendrait des sanctions commerciales en retour. Et en réalité, ce seraient les pays d'Europe continentale qui seraient les premiers pénalisés, puisque c'est eux qui engrangent des excédents commerciaux sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni serait isolé. Combien a-t-on pu voir de cette incrimination sur la presse française, sans que jamais, d'ailleurs, les médias essaient d'expliquer quelle était la position du camp du Brexit. La Grande-Bretagne isolée, tiens donc. Mais la Grande-Bretagne n'est jamais isolée. La Grande-Bretagne, elle fait partie du Commonwealth, c'est-à-dire le plus grand conglomérat d'États au monde qui se réunissent en fonction de la langue. Par l'intermédiaire du Commonwealth, la Grande-Bretagne a des liens extrêmement étroits avec le Canada, l'Inde, excusez du peu, le Pakistan, le Sri Lanka, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous les micro-États du Pacifique Sud et de la Caraïbe qui sont des anciennes colonies britanniques, toute l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Nigeria. Dire que les États, sans parler bien entendu des États-Unis, avec lesquels les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont extrêmement importantes. C'est faux, le Royaume-Uni n'est pas du tout isolé. Qu'est-ce qu'on a sorti encore ? Ah oui, il paraît-il que le Royaume-Uni, sortant de l'Union européenne, ça serait une catastrophe pour les jeunes. Ah oui, tiens donc. Mais si on regarde dans l'Union européenne quel est le taux de chômage des jeunes, on s'aperçoit qu'il est effarant. La grande majorité des 27 États membres, à part le Royaume-Uni, des 27 États membres de l'Union européenne, le chômage des jeunes y atteint des sommets. Il y en a la grande majorité. Le taux de chômage est supérieur à 15%. Je signale pour mémoire aux jeunes générations qui m'écoutent que voici 25 ou 30 ans, on considérait que un taux de chômage au-dessus de 5 à 6%, c'était déjà très préoccupant. Eh bien, figurez-vous que maintenant, on atteint des taux et selon les seules sources officielles, on atteint des taux de chômage de 20%, 22%, 23%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% en Grèce pour les jeunes de moins de 25 ans.
Alors que lorsque l'on regarde les pays européens et qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, l'Islande et la Norvège, le taux de chômage des jeunes y est très faible. Le record étant la Suisse, où le taux de chômage des jeunes est de 3,6%. En France, il est aux alentours de 25%. En Islande, le taux de chômage des jeunes est de l'ordre de 7 à 8%, et en Norvège, il est de l'ordre de 9, 8 à 10%. Pourquoi faire ainsi peur aux jeunes et leur dire que la jeunesse voterait pour le maintien dans l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est faux. On a ainsi vu d'autres reproches formulés au Royaume-Uni, toujours sur les jeunes. J'ai vu que certains disaient que ça sera la fin d'Erasmus. Erasmus, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce programme d'échange universitaire qui permet à des jeunes européens de circuler d'un pays à l'autre. Mais de qui se moque-t-on ? La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, fait partie d'Erasmus. Je crois que la Norvège aussi. Erasmus n'a aucun rapport, finalement, avec la participation ou non à l'Union européenne. Et puis, de toute façon, le Royaume-Uni est un pays qui accueille des quantités, des centaines de milliers d'étudiants venus de tous les pays du monde, et notamment venus d'Asie, et notamment venus du Commonwealth. Il y a à Londres ou à Cambridge, à Oxford, dans les grandes universités du Royaume-Uni, des étudiants venus d'un peu partout sur la planète. Il y avait d'ailleurs eu un sondage qui avait été fait justement parmi les étudiants en Angleterre. On disait, avez-vous peur du Brexit ? Alors c'était tout à fait intéressant parce que finalement, il y avait pas eu un raz-de-marée où il y avait des étudiants qui avaient peur du Brexit, mais je crois que de mémoire, ils étaient plutôt à peine majoritaires ou ils étaient même minoritaires. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient interrogé des étudiants qui étaient issus justement de l'Inde, de Chine, etc., ou de Taïwan, ou de Thaïlande, ou de Singapour, ou de l'Indonésie. Et quand on demandait à ces étudiants qui étaient au Royaume-Uni, avez-vous peur d'un Brexit ? Ils disaient, non, pas particulièrement. Le taux de gens qui avaient peur était très faible. Mais évidemment, ils savent très bien, quand on habite Singapour, qui est un pays où il y a 4,5 millions d'habitants, on sait très bien qu'un pays de 4 à 5 millions d'habitants peut très bien vivre, non pas tout seul dans le monde, mais seul, indépendant et souverain en défendant ses intérêts nationaux, tout en ayant des relations avec l'ensemble des pays du monde. J'ai encore vu d'autres qui disaient ça va être terrible parce que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, il va y avoir un système de visa qui va être établi. On va sanctionner les autres pays de l'Union européenne vont sanctionner le Royaume-Uni. Alors je signale que déjà le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen. Et je signale qu'il n'y a pas de visa puisqu'il y a des accords où c'est simplement en présentant sa carte, ses papiers d'identité. Par exemple, si vous allez au Royaume-Uni venant de France, il faut avoir une pièce d'identité, mais vous n'avez pas besoin d'un visa. D'ailleurs, il serait assez piquant de voir les dirigeants, par exemple les dirigeants français, qui voudraient par exemple sanctionner le peuple britannique parce qu'il aurait mal voté selon les critères de Goldman Sachs et de Washington. Il serait assez plaisant de voir la France imposer des visas aux Britanniques. Quels seraient les premiers à hurler ? C'est pas les Britanniques, hein. Ce seraient tous les hôteliers, les cafetiers, les restaurateurs français qui hurleraient au manque à gagner, puisque les touristes britanniques sont une poule aux œufs d'or pour la France. En bref, on a assisté en France à un déchaînement, un déferlement de mauvaise foi, de refus de présenter ne serait-ce que l'état du débat. Un déferlement également, lâchons le mot, de xénophobie et de haine. Il est assez extraordinaire que ce soit ceux qui reprochent aux partisans de la sortie de l'Union européenne, qui leur donnent des leçons en disant « vous êtes des xénophobes, des racistes ». Je pense par exemple à la nouvelle crotte que nous a pondue Bernard-Henri Lévy, qui a fait un article, mais d'une violence, d'une haine à l'égard du peuple britannique. Il a traité 52% de Britanniques, il les traite plus bas que terre. Il leur voue une haine, c'est presque pathologique. Je crois que Bernard-Henri Lévy, il va falloir quand même qu'il enlève sa chemise à col ouvert et qu'il s'installe sur un divan et qu'il aille voir une psychanalyste. Il a un vrai problème, ce monsieur.
faire preuve de tant de haine et de xénophobie à l'égard d'un peuple, tout en y fustigeant justement la haine et la xénophobie, c'est assez fascinant de mauvaise foi. Quelle est votre analyse des résultats ? Bien, l'analyse des résultats. Alors d'abord pour la petite histoire, nous avions organisé une soirée spéciale électorale à Paris. Et on avait prévu de sabler le champagne. On n'a pas sablé le champagne puisque l'endroit où nous étions, l'établissement où nous étions devant fermer à 2h du matin, eh bien, à 2h moins le quart, les résultats étaient encore, qu'on nous annonçait en tout cas, était que le Brexit était battu. Mais finalement, avec un dernier carré de résistants, on est allé à peu près 20-25 personnes. On est allé dans un autre établissement qui ne fermait pas de la nuit. Il y en a quelques-uns à Paris. Et puis là, nous avons dîné à la bonne franquette. Et puis, on a vu progressivement les résultats arriver. Et lorsque, aux alentours de 3h50, 4h du matin, on a appris que les bookmakers changeaient leurs prévisions et donnaient le Brexit gagnant, quand on a vu surtout le site de la BBC ou qui faisait monter de plus en plus les partisans du Brexit et qui distançait de plus en plus ceux du camp en faveur du maintien. Quand on a vu sur le coup, je crois, de 5h45, que la BBC annonçait, alors que les dépouillements n'étaient pas tout à fait terminés, mais que le Brexit gagnait, évidemment, ça a été la fiesta. Nous avons même entonné le God Save the Queen et la Marseillaise dans la brasserie dans laquelle nous étions. Alors, les résultats, c'est donc, comme tout le monde le sait, 51,9% des suffrages, avec 72% de participation, ce qui n'est pas mal. En tout cas, c'est supérieur dans un cas et dans l'autre au référendum en France sur le traité de Maastricht. Je rappelle qu'en France, le référendum sur le traité de Maastricht a été adopté par 51% ou 51,04 ou quelque chose comme ça % des suffrages et avec 69% de participation. Donc le référendum sur le Brexit, à la fois quant à la participation et quant aux résultats obtenus, est plus valide, a plus encore de légitimité que celui sur le traité de Maastricht. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu, d'après les premiers sondages électoraux que j'ai pu voir, les sondages post-électoraux que j'ai pu voir, il y a eu des gens qui ont voté du Brexit venus de tous les horizons. C'est normal d'ailleurs. Puisqu'en fait, dans tous les camps, il y avait des gens qui avaient appelé à voter pour le Brexit et d'autres pour le Remain. Ainsi donc, on estime que je crois que 38% des électeurs traditionnels du Labour, c'est-à-dire du Parti travailliste anglais, c'est-à-dire de la gauche anglaise, il paraîtrait que 38% auraient voté pour le Brexit, alors même que le patron du Labour, qui d'ailleurs a des soucis ces jours-ci, Jeremy Corbyn, lui-même avait appelé à voter pour le maintien dans l'UE. Est-ce que les 38% d'électeurs de gauche, parce qu'ils ont voté pour le Brexit, d'un seul coup, sont devenus des fascistes ? Il y a également de nombreux électeurs, très nombreux électeurs du Parti conservateur, traditionnel, qui ont voté pour le Brexit. Il y a effectivement des électeurs du parti UKIP, qui est un parti bien et a changé de statut en 2011 pour devenir une collectivité d'outre-mer. Or, les collectivités d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. Mais mis à part ces petits cas qui sont vraiment des cas chéris par les spécialistes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de spécialistes d'ailleurs, en tout cas moi ça m'intéresse, mais à part ces petits cas-là, force est de constater qu'effectivement il n'y a aucun grand pays qui ait fait, si j'ose dire, un aller-retour, voilà, qui soit entré pour en sortir. Eh bien justement c'est ça qu'est en train de montrer l'affaire britannique. Et donc la terreur de Washington, c'est que même si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'étant déjà ni dans Schengen ni dans l'euro, et le Royaume-Uni restant de toute façon dans l'OTAN, l'impact sera relativement faible pour les États-Unis, d'autant plus que la force de frappe britannique est sous la coupe de celle des États-Unis. En revanche, c'est le mauvais exemple. Moi, je considère que c'est un très bon exemple
donnée par les Britanniques aux autres peuples d'Europe qui inquiètent les Américains. C'est pas pour rien que John Kerry, à l'issue des visites qu'il a faites aujourd'hui, a conjuré les autres peuples d'Europe à se ressaisir, à préserver cette idée formidable, celle qui m'amène la paix, etc. Le truc que l'on connaît, parce que ce que craignent les Américains, eh bien, c'est la destruction du glacis géopolitique qu'ils se sont établis en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous la conférence de Téhéran de 1943, la conférence de Yalta de janvier 1945, suivie par celle entre Truman cette fois-ci et Staline, par celle de Potsdam à l'été 1945. Ce sont suite à ces trois conférences que les États-Unis avaient hérité de la souveraineté, enfin de la domination géopolitique de l'ouest du continent européen quand l'Union soviétique héritait de l'Est. Voilà. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, les Américains ont poussé leur avantage en faisant entrer dans l'OTAN d'abord, dans l'Union européenne ensuite, tous les pays de l'Est pour dominer géopolitiquement le continent. Ce que craignent les Américains, ils le craignent beaucoup, c'est qu'il y ait en fait un début d'effet domino et que de proche en proche, il se produise l'autodestruction du glacis géopolitique qui s'était constitué exactement sur le même modèle de ce qui est arrivé à l'est du continent en 89-91. Je voudrais rappeler à cette occasion une date assez importante, même si elle est méconnue, qui est la date du 2 mai 1989. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là, il s'est passé que le gouvernement hongrois, du Premier ministre Karoly Grosz, qui n'était d'ailleurs pas là à ce moment-là, c'était le numéro 2 du régime, a décidé de retirer les barrières électrifiées qu'il y avait entre la ville hongroise de Sopron et puis la frontière autrichienne et l'État de la République autrichienne d'aujourd'hui, la province du Burgenland, un petit peu au sud de la capitale Vienne. Ils l'ont fait parce que les clôtures électriques étaient en panne très souvent. Ça avait été installé par les Soviétiques dans les années 50. Donc en 1989, ça faisait quand même plusieurs décennies qu'elles existaient. Ça n'avait jamais été rafistolé, réinvesti. Et puis le gouvernement hongrois de l'époque, en 1989, essayait d'attirer beaucoup de touristes. Donc ils avaient un certain trafic, un certain flux. Donc bref, ils ont retiré ça, très probablement avec le feu vert préalable de Mikhaïl Gorbatchev au Kremlin, qui voulait faire évoluer la situation. Alors est-ce que les experts et les historiens se perdent en conjectures ? Est-ce que Gorbatchev a été mis devant l'affaire ou pas ? On n'en sait rien. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que Gorbatchev n'a pas interdit cette affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'à partir du mois du 2 mai 1989, dans les jours et les semaines qui ont suivi, eh bien, beaucoup de Hongrois se sont dit, tiens, finalement, je peux passer à l'ouest, donc je vais aller à l'ouest. Ils sont allés jusqu'à Vienne, et puis ils sont revenus chez eux, donc il y a commencé à avoir des échanges, mais surtout, ça s'est su par le bouche à oreille, et ça s'est su notamment en République tchèque, qui est le pays frontalier de la Hongrie, juste au-dessus. République tchécoslovaque, excusez-moi, à l'époque, c'était un seul et même pays, la Tchécoslovaquie. Et d'un seul coup, on a donc vu arriver des Tchécoslovaques, et qui voulait justement passer à l'ouest, parce que le régime tchécoslovaque était quand même beaucoup plus sévère. Et puis, le bouche à oreille fonctionnant, c'est arrivé en Allemagne de l'Est, qui est le pays au nord de la République tchèque. L'Allemagne de l'Est, ça ne rigolait pas. Le régime communiste prussien de Erich Honecker ne rigolait pas. Et là, on a donc vu des centaines de milliers d'Est-Allemands, un pays qui avait 11,3 millions d'habitants, qui ont commencé à prendre leur petite voiture, leur Trabant, pour traverser l'Allemagne de l'Est, passer en Tchécoslovaquie, ensuite en Hongrie, traverser par ce trou qui avait été fait dans le rideau de fer, passer en Autriche, remonter en Allemagne de l'Ouest, et parfois, par l'intermédiaire des corridors qui étaient sous garantie internationale, qui permettaient de traverser l'Allemagne de l'Est, de se retrouver à Berlin-Ouest comme une fleur, certes, après avoir fait quelques milliers de kilomètres, mais en attendant, en ayant échappé aux tirs d'armes automatiques des gardiens du mur de Berlin. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est ce phénomène qui a, au cours des mois de juillet, août et surtout septembre, a pris une proportion cataclysmique qui a fait chanceler
le régime est-allemand. Donc Erich Honecker a demandé le soutien de Moscou. Mikhaïl Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, est venu à Berlin-Est et a fait ce qu'on a appelé le baiser de la mort, puisqu'il a donc embrassé Erich Honecker, comme entre les dirigeants des pays de l'Est s'embrassaient les uns les autres, et il a eu cette fameuse phrase « La vie punit ceux qui arrivent trop tard ». Voilà. Ça voulait dire tout simplement que Moscou avait décidé de ne plus soutenir le régime du mur de Berlin, de ne plus soutenir le principe même du rideau de fer, avait voulu mettre en concurrence l'ensemble des pays de l'Est. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Le 9 octobre 1989, le mur de Berlin tombait. D'un seul coup, donc, les Allemagnes les peuples allemands pouvaient se retrouver. C'était le même peuple allemand, mais séparé par le mur de Berlin. Et à partir de ce moment-là, c'est un engrenage qui a tout emporté. Qui a tout emporté jusqu'à la Noël 1991, qui a été la fin de l'Union soviétique. Voilà, en l'espace de 2 ans. Eh bien, c'est de ça qu'ont peur les dirigeants de Washington. Ils ont peur que le 23 juin 2016, le jour où le peuple britannique, le grand peuple britannique, que je félicite de tout mon cœur et de toute ma raison d'avoir voté pour le Brexit, d'avoir eu ce courage, d'avoir eu cette vision historique, eh bien, ils ont peur, les Américains, que le 23 juin 2016 reste dans l'histoire comme le 2 mai 1989, c'est-à-dire le début de la fin. Ils ont peur que le Brexit que le référendum britannique soit comme le coup de canif dans la frontière hongroise du 2 mai 1989 et que, par un effet de domino, ce soit tous les peuples d'Europe, les uns après les autres, qui échappent à la domination américaine. Alors, évidemment, il y a aussi quelles sont les conséquences en France, parce que c'est quand même ça aussi qui nous importe. Les conséquences en France, les conséquences immédiates, j'avoue que je prends honnêtement un plaisir de fin gourmet à déguster ce que je vois tous les jours. Enfin, chaque heure, quasiment, chaque minute presque, apporte son lot d'événements plus tragicomiques les uns que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on assiste à une espèce d'hystérie, de frénésie, de désarroi, de n'importe quoi de la part des européistes français. Ils ne savent absolument plus où ils en sont, mais ils ne comprennent plus rien. Par exemple, la sortie de l'Union européenne. On nous a quand même dit, que tout le monde se ressaisisse. Ça fait quand même des années et des années que nos responsables disaient qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne. Je ne l'ai pas rêvé. Lorsque j'ai créé l'UPR, le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome, pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne, si je l'ai fait, c'est pas parce que j'avais les dents qui raillaient le parquet. Je me demande bien d'ailleurs quel était le parquet en question, il n'y avait pas de parquet. Personne de l'extrême droite à l'extrême gauche ne proposait de sortir de l'Union européenne. Et tous les gens que je connaissais, tout mon entourage amical professionnel me disaient « mais ça va pas, on ne peut pas sortir de l'Union européenne ». Et d'ailleurs, il y a encore quelques mois, personne, tous ceux qui ont accès aux grands médias disaient la même chose. Voilà maintenant que la sortie de l'Union européenne, voilà maintenant que il la réclame sur l'air des lampions. On a vu Hollandus Maximus, là, le centurion débile de la Légion financé par l'Empire, depuis l'Élysée, qui d'un seul coup de ses petits poings a demandé de hâter la sortie de l'Union européenne. J'avoue que quand j'ai découvert ça, je me suis dit quand même, ça valait le coup d'être vécu. En bref, tout est possible en politique et en histoire, ça je le savais, mais là j'en ai la confirmation. Donc la sortie de l'Union européenne qui était absolument impossible, avec maintenant elle est devenue possible. Bon, voilà déjà une avance. Deuxièmement, l'article 50. L'article 50, inconnu au bataillon. Personne n'en parlait. J'étais le seul responsable politique à parler de l'article 50 depuis son apparition sur la scène juridique qui date du traité de Lisbonne de 2008-2009. Donc, parce que je dis ça, parce qu'il y a des gens qui ont vu la charte fondatrice de l'UPR et qui ont dit « Ah, il y a un loup dans le placard, il n'est pas mentionné l'article 50 dans la charte ». Oui, évidemment, il n'est pas mentionné dans la charte, parce qu'il n'existait pas quand la charte a été adoptée le 25 mars 2007. L'article 50 a été ajouté avec le traité de Lisbonne, la sortie de l'Union européenne.
J'ai pendant, donc depuis 2008, ça va faire 8 ans que je parle de l'article 50. Le moins que l'on puisse dire, c'est que même mes adversaires les plus résolus devraient me reconnaître au moins la constance, hein, comme qualité, la constance et l'opiniâtreté. J'ai été brocardé, ridiculisé, tourné en dérision par des sommets de la pensée politique, comme M. Dupont-Aignan, qui s'est répondu. Allez voir sur la toile, vous verrez des interviews où il dit « mais ça c'est du juridisme, etc. Lorsqu'un peuple veut sortir, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'article 50, Asselineau fait du juridisme, ici et ça, nous, et en fait c'est une révolution, etc. » Alors les gens disaient « mais ah bon, mais vous voulez faire la révolution ?» Et ah non, pas du tout, non. D'ailleurs, je ne propose pas de sortir de l'Europe. Mais l'article 50, c'est du juridisme. Mais enfin, imaginez, je suis élu président de la République avec 55% des voix. Vous croyez qu'on va s'emmerder avec l'article 50 ? Pardonnez-moi, je suis un peu vulgaire. Mais enfin, imaginez que ce soit un autre, d'ailleurs, ça peut ne pas être moi. Mais quand il y a une révolution, on va sortir l'article 50 ? Mais enfin, c'est absurde. Donc, les traités sont signés, mais peuvent être dénoncés. La France peut demain matin dénoncer un traité. Ça, c'était assez typique de M. Dupont-Aignan, qui trouve que je n'en fais jamais assez, que je suis trop pointilleux sur le droit, mais qui, lui, ne propose rien. Bon. Enfin, propose rien. S'il propose une autre Europe, bon, bref. Il n'y avait pas que M. Dupont-Aignan. J'ai vu des gens, des très grands experts en la matière, comme M. Nikonov, qui s'est fendu d'articles entiers. Alors, il y a de temps en temps quelqu'un qui me dit « Tiens, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Comme quoi, c'était un piège, une impasse, une fausse solution, et qu'il fallait mettre les pieds dans le plat, et je sais pas quoi. Bon, très bien. C'était d'ailleurs la pensée de M. Mélenchon, qui était là en train de nous expliquer que la France peut ci et ça. Bon. Mais qu'est-ce que l'on voit ces jours-ci ? Ben, ces jours-ci, il n'est plus question que de l'article 50. Tout simplement pour la raison suivante que tout le monde peut constater, c'est que le Royaume-Uni est isolé, alors pas dans le monde, hein. Tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu rapide quand j'ai dit la réaction planétaire. C'est en Europe et dans le monde dominé par Washington que les gens se déclarent scandalisés par la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, mais c'est au contraire applaudi ou secrètement approuvé, mezza voce, par exemple, alors applaudi carrément en Russie, mais secrètement approuvé dans le sous-continent indien, en Chine, dans les pays latino-américains. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent du début de dégringolade de cet empire américain en Europe. Donc, le Royaume-Uni n'est pas isolé, mais au sein de l'Union européenne en ce moment, quand on voit des appels au meurtre signé Bernard-Henri Lévy. Bon, c'est vrai qu'il y a de quoi rigoler, mais quand même, c'est quand même un peu gênant. C'est un petit peu gênant. Donc on est bien content, quand on est britannique, normalement, dirigeant, d'avoir cet article 50 qui permet d'avoir une base juridique solide et stable pour négocier. Donc d'un seul coup, tous les dirigeants politiques français, les responsables journalistiques, d'un seul coup découvrent l'article 50. Alors on voit des quantités de journalistes qui pondent des trucs. D'ailleurs, ce qui est assez plaisant, c'est qu'en général, ils viennent prendre les analyses qu'il y avait sur l'UPR. j'en suis reconnaissant. J'en serais encore plus reconnaissant s'ils mettaient le copyright. Enfin ça, on peut pas tout demander. Ou du moins, ce sont des plagiats, mais au moins, ils s'abreuvent à bonne source. Donc, d'un seul coup, les Français sont en train de découvrir l'article 50. Voilà. Donc, article 50, paraît-il que c'était l'abomination de la désolation d'être con comme Asselineau pour avoir l'idée de ce truc qui est absolument ahurissant. D'un seul coup, tout le monde ne jure plus que par l'article 50, puisque, à la fois qu'on soit pour ou contre la sortie du Brexit, qu'on l'approuve ou qu'on la désapprouve, tout le monde, le juge de paix, c'est cet article 50. Alors, autre question, la sortie de l'Union européenne, c'est une catastrophe ou c'est quelque chose de formidable ? Mais là aussi, nos dirigeants sont complètement paumés. Je n'ai pas eu la berlue, j'ai vu quand même une interview de Michel Rocard, ancien Premier ministre socialiste, qui disait « c'est très très bien ». C'est très bien, je suis favorable à la sortie du Royaume-Uni, comme ça va nous permettre enfin de bâtir une autre Europe, et ci et ça. Bon. Et puis j'ai vu de l'autre côté toute l'oligarchie qui disait que c'était très très mal. Alors finalement, ils ne savent même pas eux-mêmes s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Il y en a qui vous disent « non mais finalement c'est une très bonne chose, ça va nous permettre de repenser le projet européen ». Autre question,
La sortie de l'Union européenne, ça va être très long ou ça va être très court? Il y a eu, il y a quelques jours, un homme, un responsable politique européen, qui est Donald Tusk, il me semble que j'en avais parlé. Hein. Donald Tusk, il faut dire Tusk, hein, en polonais, semble-t-il, et non pas Tusk. Donald Tusk, qui est polonais d'origine et qui est le président du Conseil européen, il a donc fait une sortie, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, où il avait dit que si jamais le Brexit l'emportait, ce serait la fin de la civilisation occidentale. C'est même presque la fin de la vie sur Terre. Et donc si les Britanniques votaient le Brexit. Bien. Et puis il avait dit quand même que ça prendrait au moins 7 ans. C'était une métaphore probablement se référant à la Bible ou aux Saintes Écritures, puisqu'en général, 7 ans de vache maigre, 7 ans de vache grasse, vous connaissez les trucs, donc c'est une espèce de malédiction des pharaons. Donc voilà, et ça prendrait 7 ans. Pourquoi 7 ans? Pourquoi pas 10? Ou pourquoi pas 5? On ne sait pas. Bon. J'ai vu d'ailleurs ensuite que beaucoup de journaux ont dit que ça prendra au moins 2 ans. Simplement, ils n'avaient pas lu l'article 50 minutieusement, mais je crois que maintenant il y a des progrès qui ont été faits, je le disais à l'instant. Les 2 ans, c'est 2 ans maximum. Le traité de l'article 50 précise bien qu'un accord de négociation doit être conclu avant 2 ans et que si au bout de 2 ans l'accord n'est pas conclu, l'État sort de plein droit. Ce qui n'empêche pas qu'il peut négocier aussi des prolongations. Je renvoie ici à ma conférence le jour d'après, où j'ai présenté depuis maintenant plusieurs années la façon dont on peut sortir de l'Union européenne, comment on met en œuvre l'article 50, en quoi ça consiste, etc., etc. Je n'ai pas dit que j'avais épuisé le sujet, il y aura certainement beaucoup d'autres choses à ajouter. Mais enfin, je me permets de souligner au passage que je suis le seul responsable politique en France qui soit un responsable. C'est-à-dire, étymologiquement, un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse. Je suis le seul responsable. Les autres sont des irresponsables. Ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas. Ils ne savaient même pas quelle était la teneur de l'article 50. Ils ne savent pas quoi faire. Nous, on travaille dessus depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc, en réalité, et si j'en crois ce que j'ai dit, je pense, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas sortir comme ça de l'Union européenne. Allez voir ma conférence. Il y a des problèmes à régler, mais qui ne sont pas des problèmes insurmontables et qui, à mon avis, en l'espace d'1 an, 1 an et demi, 1 an et 18 mois, oui c'est ça, devraient pour la plupart d'entre eux être résolus. Donc la date de 1 an et demi, 2 ans me paraît tout à fait raisonnable. Je voudrais d'ailleurs au passage insister sur un point qui est vraiment important, qui est le fait que y a des gens qui croient naïvement, parce qu'en fait ils ont écouté les prophètes d'Apocalypse qui fleurissent comme des trompettes de la mort après la pluie. Ils ont cru que à sortir de l'Union européenne, ce serait les trompettes de l'Apocalypse, voilà, et que d'un seul coup, l'Angleterre se refermerait sur elle-même. C'est dingue. Aujourd'hui, l'Angleterre existe, hein, je vous assure, si. Et si. Prenez un avion, prenez-vous un billet d'avion pour Londres, ou un billet de train. Mais allez passer Gare du Nord, allez voir l'Eurostar, il est toujours là. Hein. Et tous les matins, il y a des gens, des businessmen, et puis des touristes qui viennent entre Londres et Paris, hein, je vous assure. Alors le tunnel sous la Manche on ne passe pas dans la 4e dimension quand on prend le tunnel sous la Manche. Donc le Royaume-Uni est toujours là, et bien là. La reine d'Angleterre aussi d'ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Brexit, le vote, les résultats qui sont apparus à 5h45 le 24 juin, en fait, il s'est strictement rien passé. C'est ce que les Italiens de la Renaissance appelaient causa mentale. C'est-à-dire que c'est pour l'instant une représentation mentale. L'effondrement des cours de bourse, des cours de ci, des cours de ça, c'est uniquement de la spéculation. Je pense qu'il y a d'ailleurs George Soros qui est derrière. Il l'avait d'ailleurs annoncé. Il avait dit si jamais ils sortent du Brexit, il y aura des attaques contre la livre. Comme c'est un habitué c'est un habitué des choses et comme probablement il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, voire quelques milliards de dollars à se faire en spéculation, c'est tout à fait possible qu'il y ait des spéculateurs qui soient derrière. Mais concrètement, il ne s'est strictement rien passé. Je rappelle que dans ce genre de situation, toutes les lois et tous les règlements existants continuent d'exister. Et si la France demain sort de l'Union européenne, du jour au lendemain, il y aura les mêmes règlements.
Il y aura les mêmes règlements, par exemple. Il y a certains règlements européens qui ont uniformisé certaines normes, certaines réglementations. Pourquoi voulez-vous, si tout l'appareil productif français, par exemple, a adopté des normes européennes, je ne sais pas, pour la fabrication de tel ou tel produit, pourquoi voudriez-vous que par malin plaisir, on se mette à détruire tout l'appareil productif et puis à prendre des nouvelles normes? Non, il n'y a aucune raison. La grande différence, c'est qu'étant sortis de l'Union européenne, nous pourrons, en tant que de besoin, progressivement modifier les législations et les réglementations existantes. Nous pourrons, en tant que de besoin, retirer, par exemple, nos troupes qui sont sous la houlette de l'ISAF ou de je ne sais pas quoi. Nous pourrons nous retirer de l'OTAN. Nous pourrons avoir la politique monétaire de notre choix si nous sommes sortis de l'euro. Nous pourrons recréer des services publics à la française. Nous pourrons rétablir EDF dans sa grandeur. Je rappelle que tous les grands services publics à la française, nous les inscrirons dans la Constitution, parce qu'EDF, par exemple, est en train d'être détruite. Voilà ce que nous ferons. Et nous ferons ça parce que, justement, nous ne serons plus sous l'empire des articles 106, par exemple, sur les services publics, ou 121 sur les grandes orientations de politique économique. Nous pourrons, par exemple, modifier, changer la loi El Khomri, avoir une protection du travail conforme à l'aspiration du peuple français. Donc ça, c'est un point important. Ne croyez pas que sortir de l'Union européenne, ce serait la fin des haricots. Et pour conclure sur cette affaire, je dirais que ceux d'entre vous qui ont aimé l'article 50 vont adorer l'article 48. Voilà. Parce que les grands responsables politiques, enfin les grands irresponsables des partis politiques français et des grands médias français qui, semble-t-il, ont découvert l'existence de l'article 50 ces jours-ci, semble-t-il que c'est une découverte trop importante pour eux pour qu'ils passent à autre chose avant plusieurs mois. Nous, je vous propose d'avancer, de faire un bond dans le futur et de découvrir avec l'UPR tous les articles. Voilà. Donc maintenant, on commence à comprendre que l'article 50 autorise la sortie de l'Union européenne. On nous fait le sketch de la nouvelle Europe, de l'autre Europe, de l'Europe-ci, de l'Europe-ça. En réalité, je vous l'ai expliqué, l'article 48 oblige à l'unanimité des États membres. Eh bien, donc venez à l'UPR et vous gagnerez du temps pour ça. En réalité, ce que l'UPR vous propose, c'est de gagner du temps. Voilà. Ce que nous disons, les analyses que nous faisons sont confirmées par les événements depuis 9 ans. Donc il y a un moment à partir duquel, eh bien, vous devez tous vous poser en conscience la question: est-ce que je continue à suivre des brels qui ne connaissent rien ou qui me mentent constamment et qui changent de programme constamment, ou est-ce que je décide enfin de suivre un parti politique qui, depuis qu'il existe, a eu raison, surtout a toujours dit la vérité? Je mets ici d'ailleurs au défi quiconque de me montrer depuis 9 ans une analyse de l'Union populaire républicaine qui, sur un sujet très grave, très important, je ne parle pas d'une erreur, d'une coquille où on aurait mis un S en trop, je parle sur un sujet vraiment significatif, important, où nous nous serions trompés, où les événements nous auraient donné tort. J'attends que les critiques se fassent jour. Et puis si vous ne l'en trouvez pas, alors je vous demande quelque chose qui est très sérieux. Les dirigeants d'un pays, les élus d'un peuple, sont en définitive les représentants du peuple en question. Le grand enseignement que l'on peut tirer de l'affaire du Brexit, c'est que finalement les Britanniques ont été à la hauteur de la grandeur et de l'histoire de leur pays. Il faut que les Français soient à la hauteur de la grandeur et de l'histoire de la France. Si les Français continuent à ne pas se détacher de la télévision, s'ils continuent à voter pour les Républicains parce qu'on leur montre M. Juppé comme si c'était telle une Vénus anadyomène sortant des ondes, nous apportant enfin le bonheur sur Terre alors que c'était un vieux cheval de retour que l'on connaît depuis 30 ans qui a mené à la catastrophe, M. Juppé qui est dans un mouvement politique qui a le culot de donner de la réinvestiture à des gens comme Patrick Balkany pour les élections législatives de 2017, M. Balkany dont le casier judiciaire a cette couleur, ou à M. Georges Tron qui va passer en procès pour viol. Si les Français continuent à voter pour ça, il ne faut plus après qu'ils viennent se plaindre. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Si les Français continuent à voter pour les socialistes, après tout ce que les socialistes leur ont fait, après les mensonges éhontés du Parti socialiste, alors qu'est-ce que vous voulez? Même moi, je ne peux plus rien. Ça veut donc dire qu'il faut que les Français comprennent que les grands médias font partie du système qui est là pour détruire la France. Il faut donc que les Français se ressaisissent, se disent « Bon, ça suffit comme ça, je dois être à la hauteur de la patrie, de Jeanne d'Arc, d'Henri IV, de Louis XIV, des soldats de l'an 2, de la Troisième République, de la Commune, de Clémenceau, de Charles de Gaulle. Il faut que la France soit défendue. Il faut que la France ait un véritable chef d'État, quelqu'un qui ait la hauteur de vue, la carrure, la lucidité, la façon de prévoir l'avenir, sa justesse d'analyse à horizon de 10 ans, de 15 ans. C'est de ça qu'a besoin la France, et ça n'est pas d'autre chose. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder? D'autres sujets abordés, je vais aller vite pour terminer. Le vote en Islande, élection d'un nouveau président de la République islandaise. Il se trouve que c'est un eurocritique, quelqu'un qui est tout à fait hostile à l'entrée de l'Islande dans l'Union européenne. Ça tombe bien puisque je l'ai déjà annoncé lors d'un entretien antérieur. Il y a plusieurs mois maintenant, l'Islande a définitivement renoncé à adhérer à l'Union européenne. Autre chose dans la même veine, la décision essentiellement symbolique, mais quand même, quel symbole justement, c'est la décision qui a été prise par la Confédération helvétique, la Suisse, de retirer officiellement la demande d'adhésion qu'elle avait formulée pour adhérer à la Communauté économique européenne au début des années 1990. La CE n'existe plus, elle s'est transformée en Union européenne, mais la demande d'adhésion continuait d'exister, eh bien la Suisse a décidé de le retirer. C'est un geste symbolique, mais qui prend évidemment tout son sel à l'époque à laquelle nous vivons. Et puis en conclusion, il y a eu des moments où j'ai essayé d'être un petit peu plus détendu au cours de cet entretien d'actualité, mais là je voudrais vraiment revenir au fond du sujet. L'affaire est extrêmement grave. Je pense d'ailleurs que les Français le comprennent. Ce qui est extrêmement grave, c'est que maintenant tout le monde commence à comprendre que l'enjeu de notre temps, c'est est-ce que la France, oui ou non, va-t-elle accepter de devenir un pays sous tutelle d'une dictature effroyable qui ne dit pas son nom et qui a le culot de se présenter sous les traits d'une démocratie. Ce qui se passe au Royaume-Uni, la lutte des Britanniques pour faire prévaloir leur souveraineté et leur indépendance est extrêmement méritoire. Nous devons nous en inspirer. Nous devons nous en inspirer parce que si vous ne réagissez pas, si vous restez derrière votre écran d'ordinateur à me regarder, quitte même à dire « Ah, ce monsieur a raison », mais si vous vous contentez de ça, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que nous avons besoin du concours de tous. Il faut donc prendre vos responsabilités. Prendre les responsabilités, ça veut dire qu'il faut tout faire pour désormais préparer l'échéance de l'année prochaine de 2017 où, je l'espère, je pourrai être candidat à l'élection présidentielle. J'en ai déjà parlé dans un entretien antérieur. Actuellement, nous faisons tout pour essayer de collecter les parrainages. Ça n'est pas facile. Je pense quand même que nous avons des chances d'y parvenir. Je lance donc ici plusieurs appels. Premier appel, je le relance de nouveau. Si vous avez, parmi vos connaissances, si vous connaissez un maire, ou si vous êtes vous-même maire, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. S'il vous plaît, accordez-moi votre parrainage pour l'élection présidentielle. Vous nous écrivez, vous nous dites « je suis maire de tel village » ou bien vous dites « je connais telle ou telle personne qui est un maire, qui pourrait être intéressé ». Entrez en contact avec nous, nous aurons immédiatement l'un de nos prospecteurs, l'un de mes collaborateurs proches qui prendra contact avec vous. Et si vous le souhaitez, et je m'adresse ici au maire, je peux très bien m'entretenir avec vous par téléphone pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. C'est trop important, l'affaire est trop grave pour que
on ne fasse pas feu de tout bois pour que je sois candidat à l'élection présidentielle. Et pourquoi ça ? Parce que si je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, encore une fois, les grands sujets seront évacués. Et tout sera fait pour limiter ça au débat habituel entre le FN, le sketch FN, Républicain, PS, Mélenchon. Tout ça, les Français n'en veulent plus. Le deuxième point, c'est que si vous êtes convaincu à la fois de la gravité de la situation, la gravité du Brexit, la gravité historique de ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, comment toute une oligarchie euro-atlantiste veut essayer de couper le sifflet au peuple britannique et revenir sur sa décision de peuple souverain, si vous craignez, et vous avez raison de le craindre, que la France soit bientôt devenue une dictature impitoyable sous la tutelle de forces euro-atlantistes étrangères, si vous êtes convaincu de la justesse des analyses de l'Union populaire républicaine et de la justesse de son programme, alors je vous en prie, n'attendez plus. Il faut que vous adhériez à notre mouvement, c'est trop grave. C'est trop grave pour rester à côté en disant « c'est pour d'autres que pour moi ». Nous avons besoin de tous adhérer. Si vous êtes adhérents, songez bien à verser votre cotisation. Si vous avez versé votre cotisation, songez aussi que vous pouvez nous faire des dons. Je rappelle que tout ceci fait l'objet d'une réduction fiscale très importante des 2/3 des sommes versées si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Si vous adhérez, vous ferez monter le nombre de nos adhérents sur le compteur des adhérents. C'est un compteur qui est suivi par énormément de gens et notamment par tous nos adversaires politiques et également par tous les médias. Et puis le troisième point, c'est que si vous le souhaitez, vous êtes évidemment les bienvenus pour répandre la parole de l'UPR, pour venir nous aider à distribuer des tracts, tenir des tables d'information sur les marchés, dans les villages de France, mais aussi, si vous ne souhaitez pas devenir un militant actif, vous pouvez devenir un militant privé, si j'ose dire, en relayant toutes nos informations au plus grand nombre des personnes que vous connaissez, vos amis, votre famille, votre entourage professionnel. Voilà ce dont nous avons besoin. Tous ensemble, nous sommes en train de préparer 2017. C'est extrêmement simple, les échéances de 2017 seront des échéances capitales. L'UPR et moi-même doivent y prendre toute la place qui leur revient.